Les matins de France Culture, Guillaume Erner. 7h42 et nous partons à Téhéran pour évoquer l'assassinat vendredi dernier de Mohsen Fakhrizadeh. Mohsen Fakhrizadeh était l'un des architectes du programme nucléaire iranien et cet assassinat, c'est à la fois une affaire d'espionnage digne de John le Carré, mais aussi une manière de voir que les cartes sont en train d'être rebattues sur le plan géopolitique. Et pour essayer de décrypter tout cela, nous sommes en compagnie de Frédéric Ancel. Bonjour Frédéric Ancel, vous êtes maître de conférence à Sciences Po et on vous doit notamment les 100 mots de la guerre aux presses universitaires de France et mon dictionnaire géopolitique. À côté de vous, Pierre Gastineau, bonjour, vous êtes rédacteur en chef d'Intelligence Online et on vous doit avec Philippe Vasset Conversation secrète chez Fayard, une coédition avec France Culture. Il faut tout d'abord nous présenter cet homme donc qui a été tué vendredi dernier, Mohsen Fakhrizadeh. Qui était-il, Pierre Gastineau ? Bonjour. Alors c'était, comme vous l'avez dit, l'un des personnages clés du programme d'enrichissement d'uranium iranien, un des personnages clés aussi du programme en soi nucléaire iranien, mais aussi de la diplomatie autour de ce programme nucléaire, puisque ça va être, je pense, déterminant pour la suite. C'était aussi quelqu'un qui était très présent lors des négociations sous Barack Obama pour l'accord JCPOA, donc l'accord prévoyant un contrôle international iranien entre les États-Unis globalement et l'Iran. A priori, que sait-on sur cet assassinat? Que sait-on sur le mode opératoire et sur le donneur d'ordre? Sur le mode opératoire, on n'a pour l'instant qu'une seule source, qui est l'agence de presse nationale iranienne, donc il faut prendre avec des pincettes, mais a priori, oui, c'est surtout la naissance d'un nouveau type d'opération homo, comme on appelle ça, c'est-à-dire d'opération d'assassinat ciblée, qui se serait faite sur une espèce de mitrailleuse téléguidée dronisée en plein centre de l'Iran. Téléguidée, c'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu ça n'aurait pas été une escouade humaine qui aurait tiré sur le scientifique, mais bien une mitrailleuse un peu dronisée. Quand vous dites qu'elle est dronisée, ça veut dire qu'elle était en l'air, elle était posée. Si elle était posée, qui a pu la poser? A priori, elle était montée sur un pick-up, mais surtout, elle n'était pas pilotée directement par un être humain, mais au contraire télécommandée. Ce qui signifie que quelqu'un a abandonné ce pick-up dans la banlieue de Téhéran. Il était prévu pour exploser, a priori. De ce que dit, encore une fois, Fars News, donc l'agence de presse iranienne, c'est les premières informations qu'ils ont. Alors, bien entendu, se pose la question de savoir qui aurait fait le coup. Et là, la plupart des accusations, pour ne pas dire toutes les accusations, Frédéric Ancel, se tournent vers Israël. Est-ce qu'il y a eu revendication? Que sait-on sur l'implication d'Israël dans cet assassinat? Non, les Israéliens n'ont pas revendiqué. D'ailleurs, les Israéliens revendiquent très rarement les éliminations ciblées. C'est vrai sur le conflit israélo-palestinien, c'est vrai de manière plus générale au Moyen-Orient et au-delà. En revanche, deux questions se posent, celle de la volonté, celle de la capacité. Une telle capacité technique, une capacité en termes de renseignement au Moyen-Orient, a priori, oui, c'est signé, c'est Israël, peut-être, sans doute même, avec des complicités internes. Ça, c'est quelque chose qui est, me semble-t-il, qui est très très important de rappeler. Quant à la volonté, elle existe aussi parce que les Israéliens se sentent au Moyen-Orient les plus menacés potentiellement par une bombe iranienne. Alors oui, il faut évoquer effectivement la mortalité extrêmement importante dans le programme nucléaire iranien. J'ai noté 6 assassinats. Non, plus exactement, il y en a eu 5, puisque l'une des 6e personne qui a été visée par une tentative d'assassinat est aujourd'hui blessée. Cela depuis une dizaine d'années, Frédéric Ancel, ce qui veut dire que Israël aurait tenté, je mets ça au conditionnel, de tuer de manière quasi systématique tous ceux qui ont pris des responsabilités dans le programme nucléaire iranien.
Oui, alors de fragiliser leur santé de manière assez considérable, oui, en effet, ou alors de les exfiltrer, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs ingénieurs nucléaires iraniens qui n'étaient pas des piliers, en quelque sorte, du régime, parce qu'on a quand même appris que ce monsieur avait le statut de vice-ministre. Hein, ce n'est pas rien, quand même. Hein, donc, il était extrêmement proche, sinon tout à fait militant, des Pasdaran, autrement dit des gardiens de la Révolution. Hein, donc, ce n'est pas un ingénieur qu'on faisait travailler en menaçant sa famille des pires mots s'il n'obéissait pas. Hein. C'est quelqu'un qui était idéologiquement très très marqué, mais de manière plus générale, effectivement, on a affaire à une lutte extrêmement importante des Israéliens qui soit tentent d'exfiltrer vers l'Amérique du Nord, notamment des ingénieurs nucléaires iraniens, ça s'est déjà produit, alors qui eux, pour le coup, voulaient fuir le pays, soit effectivement les assassiner. Je dis toujours qu'en géopolitique, démonstration de force vaut force. Car ce n'est pas parce que ce monsieur a été abattu que le programme nucléaire iranien s'effondre. En revanche, c'est un coup très dur porté à la crédibilité logistique, politique et militaire du régime au pouvoir à Téhéran. Et oui, parce que Pierre Gastineau, cet homme, Mohsen Fakhrizadeh, qui a donc été tué vendredi dernier, était particulièrement bien protégé. Et d'ailleurs, dans les photos que j'ai pu apercevoir sur Internet, on voit sa voiture qui est un véhicule blindé et semble-t-il, il a été tué donc au moment où il montait dans sa voiture, ce qui veut dire peut-être faut-il quelques explications à ce sujet, qu'il faut mobiliser énormément de savoir-faire pour réussir un tel coup. Ah, clairement, comme vous le disiez, il y a un savoir-faire assez extraordinaire et en même temps, effectivement, ça veut dire une capacité de renseignement en amont sur lui, sur le système qu'il protège, extrêmement forte. Donc ça fait effectivement une opération de plusieurs mois au minimum pour exactement le cribler, comme on dit. Et je voulais revenir sur ce que vous disiez, c'est effectivement aussi le momentum. C'est pour ça que je précisais qu'il faisait partie des délégations qui négociaient l'accord iranien du temps de Barack Obama. C'est aussi que ça arrive à un moment où il y a l'administration américaine qui change, où l'équipe Biden, qui était en fait l'équipe Obama, revient aux commandes et se réapprête à négocier avec l'Iran. C'est clairement un message adressé de dire la personne qui est côté iranien, l'une des personnes déterminantes dans les négociations à l'époque, vous ne l'aurez pas autour de la table cette fois-ci. Qu'est-ce que l'on peut imaginer sur le mode opératoire, Pierre Gastineau? Comment faire pour introduire en Iran, qui n'est pas un pays particulièrement ouvert, une mitraillette, la poser sur un pick-up, savoir à quel moment cet homme, Mohsen Fakhrizadeh, acceptera de passer devant la mitraillette? C'est une bonne question. Pour moi, ça reste un cran en dessous d'avoir réussi à infiltrer une clé USB dans une centrale nucléaire ultra protégée pour la faire rentrer sur un ordinateur, comme ça s'est passé en 2010, quand les Israéliens ont réussi à injecter le virus Stuxnet dans les centrales iraniennes. Qui est encore là, il va falloir dans ce cas-là que vous nous rafraîchissiez la mémoire à ce sujet. Quand le programme nucléaire iranien a subi le plus de dégâts, c'est en réalité sur un virus informatique qui n'a pu être introduit qu'humainement à l'aide d'une clé USB au sein du système informatique de la centrale à l'époque. Et ça, pour le coup, c'était encore, je trouve, plus fort. Parce qu'il faut rentrer, il faut ressortir. Maintenant, là, ça nécessite encore une technicité assez forte. Clairement, les réseaux du Mossad, historiquement, en Iran, sont très forts, puisque c'est pour eux leur menace existentielle. Donc, c'est la priorité numéro 1. Après, il y a beaucoup comme vous le disiez, il y a beaucoup de techniques, soit on retourne des gens ou autres. En Iran, il y a aussi l'avantage d'avoir les moudjahidines du peuple qui sont basés à l'extérieur et qui sont généralement des relais assez efficaces quand vous cherchez des opposants à l'intérieur. Voilà, donc ça fait tout un faisceau de possibilités. Ensuite, quand vous regardez un peu la région, c'est intéressant ce qui s'est passé il y a quelques semaines avec le conflit en Arménie et en Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan est la plateforme de renseignement numéro 1 israélienne pour intervenir en Iran. Donc vous pouvez imaginer que vous avez en fait déjà un dispositif prépositionné, comme on dit en termes militaires, qui fait que voilà, quand vous voulez monter une opération, vous avez des atouts et des avantages un peu partout autour de vous. Et alors, il y a différentes théories qui circulent. Par exemple, en Israël, on évoque un couple de faux touristes ukrainiens qui seraient venus faire des courses en Iran, la femme louant une voiture et se promenant autour de Téhéran pendant que l'homme travaillait. Est-ce qu'il y a une hypothèse qui est plus sérieuse que d'autres, Frédéric Ancel ?
Ce qui vient d'être dit est très intéressant, notamment sur l'Azerbaïdjan. 600 km de frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Iran, deux États qui ne s'entendent pas. L'Iran qui craint que l'Azerbaïdjan, chiite aussi, revendique toute la partie nord-ouest de l'Iran, à savoir la ville de Tabriz, qui parle azéri, et toute cette région. Donc les relations sont catastrophiques et effectivement, Israël a soutenu très massivement, via notamment drones de combat, l'Azerbaïdjan ces dernières semaines, et on l'a bien vu dans la guerre avec l'Arménie. Ça, c'est la première piste. La deuxième piste, ce serait davantage peut-être romancé ou réalistico-romancé, avec un peu à la manière de la série israélienne Fauda, toute une escouade d'Israéliens débarquant soit par la mer, donc via le golfe Persique, ou via d'autres frontières. Je pense que c'est un peu tout ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible qu'il n'y ait pas eu, comme d'ailleurs pour Stuxnet, bien évidemment, des complicités internes. Et il faut rappeler que le régime iranien, tout puissant, tout répressif soit-il, dispose, entre guillemets, d'adversaires extrêmement farouches à l'intérieur même du pays. Et ça, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une hypothèse qui d'ailleurs avait été agitée, mais là aussi, on ne sait pas dans quelle mesure elle est vraie ou pas. Dans le cas de la mort de Qassem Soleimani, dont vous allez nous rappeler la mémoire, Frédéric Ancel, on avait dit il se pourrait que cet homme ait été donné par des Iraniens, parce que là aussi, il était extrêmement compliqué de savoir où il était, ce qu'il faisait. Et dans le cas de Mohsen Fakhrizadeh, qui bénéficiait d'une protection importante, là aussi, peut-être, si vous vouliez nous faire un parallèle et un éclairage. Absolument. Soleimani, qui est un général abattu il y a un petit peu moins d'un an par les Américains, en l'occurrence, et là, pour le coup, c'était tout à fait assumé par l'administration américaine. Lui, c'était un militaire. Ce n'était pas un ingénieur, mais il a été abattu sans aucun doute, grâce, entre autres, à des renseignements fournis par l'opposition iranienne en interne. Sinon, ce n'est à peu près pas crédible. Israël n'a pas de frontières, ça ne nous aura pas échappé avec l'Iran. C'est un pays très hostile qui se méfie. Le régime développe un syndrome paranoïaque. D'ailleurs, on peut le comprendre à certains égards. Et par conséquent, il vous faut des complicités d'une part, un très haut niveau de technicité, comme ça a été rappelé, d'autre part, cette mitrailleuse qui s'enclenche toute seule et qui est enclenchée depuis soit les airs, soit le sol, mais dans ce cas-là, d'une zone située loin de l'attaque elle-même, et sur des personnalités, puisque Soleimani était également extrêmement protégé. Tout ça indique qu'il y a encore une fois une volonté, une détermination extrêmement forte, mais après tout, le Premier ministre israélien Netanyahou l'avait rappelé à plusieurs reprises, et pas en privé, à l'Assemblée générale des Nations Unies à plusieurs reprises. Il avait d'ailleurs nommé Absolument. Mohsen Fakhrizadeh, expliquant que il savait qui il était et ce qui valait menace. Absolument. Et pour la petite histoire, Benyamin Netanyahou, donc le Premier ministre israélien, se reposait tranquillement, comme il en a d'ailleurs le droit, sur une plage israélienne juste avant l'élimination ciblée de cette très haute personnalité. Donc, si vous voulez, on a là une... Et donc, quelle conclusion, quelle remarque ? Ça renforce l'hypothèse israélienne. Pourquoi ? Mais parce que Netanyahou... Parce que quand il se repose, c'est quelque chose sur la plage. Oui, il y a quelque chose d'extrêmement marquant. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une boutade. Le fait, et vous avez bien fait de le rappeler, le fait que Netanyahou ait ciblé en particulier une personnalité iranienne devant les cénacles internationaux sur un dossier aussi sensible, aussi crucial et aussi vital, là aussi ça a été très bien rappelé pour Israël, que le nucléaire iranien, tout ça quand même n'est pas sans intérêt. Pierre Gatineau, mais alors, dans ces conditions, pourquoi tout simplement ne pas revendiquer cet attentat ou le faire revendiquer d'une manière ou d'une autre ? Pourquoi Israël maintient un silence sur les commanditaires de cet attentat ? Parce qu'historiquement, c'est à peu près pour le coup tous les États du monde, un assassinat ciblé, ça ne se revendique pas, ne serait-ce que du fait de toutes les lois internationales. Les Américains le font. Assez peu en réalité, ils le font quand il y a un agenda politique. Ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, typiquement, quand vous voyez que le numéro 2 d'Al-Qaïda est éliminé en Iran, la communication se fait par les Occidentaux, par la presse occidentale. Là, en l'occurrence, quand Fakhrizadeh est tué, c'est les médias iraniens eux-mêmes qui font monter la sauce, j'allais dire. Et donc, du coup, ça dépend vraiment des dossiers, des cas, et quel est l'avantage politique à tel instant. Les Iraniens, aujourd'hui, ont plutôt intérêt à faire savoir que ce scientifique est mort. Les Israéliens ont plutôt
sont plutôt contents que les Iraniens se chargent eux-mêmes de la médiatisation, ça leur évite de le faire. Et surtout, pour les Israéliens, l'un des messages envoyés est clairement auprès de Washington et non pas auprès de Téhéran. Le but est vraiment un but politique de momentum, de bien signifier à la nouvelle administration américaine qui voilà, ils ne se laisseront pas faire sur le dossier iranien, et avec derrière, on pourrait imaginer Mohammed bin Salman et d'autres dans le Golfe qui veulent absolument pas baisser la pression qui a été mise par l'administration. On va revenir là-dessus, mais avant, vous venez d'évoquer là aussi un autre meurtre, Abu Mohamed al-Masri, qui est le numéro 2 d'Al-Qaïda. Celui-ci est mort en Iran, il a été assassiné et en fait la manière dont cet assassinat a été révélé est là aussi extrêmement édifiante, puisque ça a été révélé dans un article du New York Times plusieurs semaines après la mort de cet homme, puisqu'il a été tué en août à Téhéran. Qu'est-ce que ça veut dire, Frédéric Ancel, cette manière un peu contournée de revendiquer un attentat d'un homme dont on ne savait pas qu'il était mort, puisqu'il était sous pseudonyme, et donc personne ne savait qu'il était en Iran. D'abord, ça désigne un commanditaire sans doute différent. Il y a beaucoup moins d'interactions entre Israël et Al-Qaïda d'une part qu'entre Israël et l'Iran du point de vue de son dossier nucléaire. Je veux dire, Al-Qaïda n'est pas considéré comme une menace stratégique et par Israël. Une menace tactique, mais pas une menace stratégique vitale, comme l'est effectivement le nucléaire iranien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il est quand même extrêmement gênant pour l'Iran d'avoir accueilli d'une manière ou d'une autre un extrémiste sunnite. Je rappelle quand même à vos auditeurs que Al-Qaïda est bien évidemment, comme d'ailleurs Daesh et l'essentiel des autres groupes les plus terroristes, les plus dangereux au monde, est évidemment et par définition sunnite et très violemment anti-chiite. C'est très important ce que vous dites là, parce que ça fait quasiment 2 scoops en un lorsque le New York Times a révélé que cet homme avait été assassiné à Téhéran. Il n'y avait pas de raison qu'un responsable d'Al-Qaïda soit caché à Téhéran. Alors c'est ça, sauf instrumentalisation par Téhéran, effectivement, d'Al-Qaïda, ou sauf capture. Autrement dit, si ça se trouve, cette personnalité n'était pas accueillie, et là je mets des gros guillemets par Téhéran, mais avait été réellement capturée. Mais ce qui pose un réel... Il était capturé en liberté à Téhéran, dit le New York Times. C'est là où il y a eu une discussion. Il semblait être un prisonnier assez libre, finalement. Alors c'est ça. C'est pour ça que je pencherais davantage pour une instrumentalisation de la part de Téhéran, ce qui pose quand même problème. Et ce qui pose problème aussi pour ses alliés chiites, dont Téhéran se sert comme de levier politique à travers tout le Moyen-Orient. Pierre Gatineau, je rappelle le titre de votre ouvrage, Philippe Vasset, Conversation secrète, une coédition Fayard France Culture, Frédéric Ancel, Les 100 mots de la guerre et mon dictionnaire de géopolitique aux presses universitaires de France. Et dans quelques minutes, on va évoquer justement la signification géopolitique de cet attentat. Qu'est-ce que ça signifie au moment où le gouvernement de Washington est en train de changer, où Biden va remplacer Donald Trump? Qu'est-ce que ça signifie également comme conséquence par rapport au conflit entre l'Azérie et l'Arménie, et plus généralement la volonté de puissance iranienne au travers du Hezbollah et des différentes zones d'influence peut-elle être menacée par ce type d'action? En attendant, il est 8h sur France Culture, excellent réveil à tous. 7h, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et on passe de la politique à la géopolitique suite à l'assassinat vendredi dernier de Mohsen Fakhrizadeh. Ce nom ne vous dit probablement rien. Il s'agissait de l'architecte du programme nucléaire iranien. Et c'est la 7e fois qu'un responsable du programme nucléaire iranien est tué dans des circonstances qui semblent pouvoir être attribuables à Israël. Pour discuter de ce que cet assassinat révèle à l'échelle géopolitique, je suis en compagnie de Pierre Gatineau. Il est rédacteur en chef d'Intelligence Online et il a publié avec Philippe Vasset Conversation secrète en coédition Fayard France Culture. Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po. Vous avez notamment publié Les 100 mots de la guerre et mon dictionnaire géopolitique aux presses universitaires de France. Pourquoi avoir décidé de tuer Mohsen Fakhrizadeh maintenant ?
Je ne pense pas que le maintenant soit la variable principale de prise de décision. Ne serait-ce que parce que vous l'avez rappelé, à plusieurs reprises, des ingénieurs nucléaires iraniens ont été abattus. Donc ça, c'est le premier. Et on n'était pas dans des séquences électorales ou post-électorales américaines cruciales. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur le plan technique et logistique, il est très difficile d'organiser dans les meilleures conditions possibles, en étant pratiquement sûr de réussir, ce genre d'élimination. Donc c'est pas comme si on appuyait sur un bouton rouge absolument n'importe quand, dès qu'on en avait envie. En revanche, il y a quand même effectivement, de manière manifeste, la volonté, et c'était très bien dit par Pierre Gatineau tout à l'heure, de la part du gouvernement israélien, de dire à M. Biden que de toute façon, même s'il souhaitait revenir dans l'accord du nucléaire iranien signé en 2015, que de toute façon Israël s'opposerait à cet accord. Alors Israël ne peut pas s'y opposer d'un point de vue politique et diplomatique, puisque là on a vraiment affaire aux 5+1, autrement dit aux 5 membres permanents du Conseil de sécurité, plus l'Allemagne, donc dans le cadre de cet accord signé en 2015, mais qu'Israël ne tolérerait en aucun cas que l'Iran, d'une manière ou d'une autre, puisse s'approcher de l'obtention de la bombe atomique. Pierre Gatineau. Complètement, il suffit de voir les réactions à son assassinat dans les derniers jours. C'est très intéressant que à peu près tous les gens proches de la future administration Biden ont réagi de manière très véhémente, trouvais-je, notamment par des déclarations publiques ou autres. L'ancien directeur de la CIA de Barack Obama a qualifié ça vraiment de meurtre criminel et autres. Donc il y a vraiment côté démocrate américain, un rejet assez fort de l'opération. Les déclarations britanniques sont aussi qui avaient été très très importants, les Britanniques, dans la coordination de l'accord iranien du JCPOA en 2015, est aussi assez dure. Les déclarations de la chancellerie allemande sont aussi assez véhémentes. Les seuls à pas trop s'exprimer, étonnamment, ce sont les Français. Mais donc il y a quand même d'à peu près tous les gens qui avaient négocié à l'époque le JCPOA une réaction vraiment très dure, parce que précisément le momentum pour eux, notamment pour les Européens, est assez difficile, puisque c'était l'espoir pour beaucoup de diplomatie de pouvoir rediscuter à ce moment-là avec l'Iran après 4 ans de Donald Trump. Mais alors, ce qui tendrait à prouver, Pierre Gatineau, que justement les Israéliens ont décidé d'envoyer cet avertissement pour montrer que si un rapprochement avec l'Iran était envisagé, ils ne laisseraient pas faire en demeurant inertes. Complètement. Non, complètement. Frédéric Ancel, que va faire l'Iran maintenant ? L'Iran va-t-elle faire preuve de retenue ou bien au contraire se lancer dans une escalade avec Israël ? Non, je ne crois en aucun cas à une escalade. Je dis souvent que le pouvoir à Téhéran est composé de beaucoup de fanatiques, mais très rarement d'imbéciles. Nous avons affaire à des gens qui maîtrisent les rapports de force de manière assez fine, et cela pratiquement depuis la prise de pouvoir par Khomeini en 1979. Je veux dire par là que ce n'est pas un régime sympathique, c'est un régime prudent, qui connaît les rapports de force. Et j'en veux pour preuve ce qui s'est produit après l'assassinat du général Soleimani, qu'on évoquait il y a un instant, il y a 1 an de cela. Dans leur rhétorique toujours très très fleurie, les islamistes au pouvoir à Téhéran ont considéré que les portes de l'enfer allaient s'ouvrir sous les pieds des Américains en guise d'enfer. Ils avaient propulsé quelques missiles sur une base vide, désaffectée, ne touchant donc aucun soldat américain en Irak. Bon, donc si vous voulez, les Iraniens savent parfaitement, d'une part, que s'ils font frontalement la guerre à Israël, ils perdront davantage qu'ils ne gagneront, ils prendront des coups extrêmement durs, ils ne le veulent pas. Et deuxième point, beaucoup plus important encore, puisque Joe Biden arrive au pouvoir en janvier, par définition, ils ont cruellement besoin d'un retour à cet accord sur le nucléaire iranien signé en 2015. Donc ils ne vont pas faire la guerre maintenant. Pourtant, je crois me souvenir, Frédéric Ancel, que l'affrontement entre Israël et le Hezbollah étant le bras armé de Téhéran à la frontière libanaise, puisque au Liban, il y a le Hezbollah et celui-ci domine pratiquement sans partage la scène libanaise, eh bien cet affrontement avait été douloureux pour Israël. Alors en 2006, vous avez raison, mais est-ce que cet agenda correspondait à l'agenda iranien ? Pas nécessairement. À l'époque, la guerre en juillet-août 2006 entre Israël d'une part, le Hezbollah pro-iranien d'autre part, n'avait pas pour contexte, n'avait pas pour agenda précis, en tout cas, le nucléaire iranien. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, le Hezbollah, depuis la catastrophe de Beyrouth en août dernier, n'est pas en odeur de sainteté au sein du système et de la population libanaise, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc je ne suis pas du tout
certain que, via le Hezbollah, l'Iran décide de faire maintenant la guerre à Israël. Et encore une fois, quelques semaines avant l'arrivée au pouvoir d'un Joe Biden qui veut précisément renégocier avec Téhéran. Finalement, ce qui est intéressant, Pierre Gatineau, et c'est un peu ce que vous montrez dans Conversation secrète, le livre que vous publiez avec Philippe Vassès, ce qui est intéressant, c'est qu'au travers de ces opérations, on appelle ça des targeted killings, autrement dit des assassinats ciblés, qui requièrent énormément de savoir en matière d'espionnage et de renseignement, eh bien, on a la possibilité d'envoyer des messages bien particuliers au monde, à des gens qui savent très très bien les lire. Complètement, c'est d'abord un acte politique avant d'être un meurtre, sinon ça serait encore moins toléré. Et en l'occurrence, effectivement, c'est l'apanage de assez peu d'États finalement qui veulent jouer sur la scène internationale et qui ont des envies de projection de puissance, donc d'envoyer des messages. Qui peut faire ça aujourd'hui dans le monde ? Quels sont les États qui se livrent à ce type d'opération ? Il y en a, il y a une première division, on va dire, avec vraiment des opérations de premier plan. Donc là, on va dire les membres du Conseil de sécurité, c'est-à-dire où les gens ont un agenda politique global, par définition, ils doivent avoir des leviers possibles un peu dans tous les sens. Ensuite, vous avez bien sûr Israël, vous avez la Turquie, je pense beaucoup, l'Iran aussi arrive à se projeter à l'étranger, on le voit en Villepinte en France. Villepinte, c'était, rappelez-nous. C'était la tentative d'attentat contre les Moudjahidines du peuple, il y a 2 ans, je crois. Et après, vous avez des États qui essayent de s'y mettre. On parle aussi on peut parler de l'un des meilleurs alliés de Benjamin Netanyahou dans la région, qui est l'Arabie Saoudite, qui tente de faire des opérations homo à sa manière avec des six sauteuses. Ça, c'est l'assassinat de Khashoggi, mais qui est précisément un contre-exemple, non ? C'est pas forcément un contre-exemple dans l'opération, mais c'est un contre-exemple dans les conséquences qu'on cherche à obtenir. C'est-à-dire qu'effectivement, d'habitude, on essaye d'obtenir un plus ou un petit mouvement qui se passe sur l'échiquier politique, soit de la région, soit du monde. En l'occurrence, ça va être intéressant de voir les suites de Fakhrizadeh aussi. C'est-à-dire que, comme vous disiez, l'Iran peut capitaliser au contraire sur cet assassinat. Peut dire, regardez, nous on joue la retenue, on ne fait pas de mesures de rétorsion et en même temps on est plutôt victime qu'attaquant dans cette affaire et vous avez plutôt intérêt à dans ces cas-là, effectivement, capitaliser dessus et montrer patte blanche à la nouvelle administration. Alors ça, c'est une question traditionnelle, Frédéric Ancel. À quoi servent ces assassinats ciblés ? Parce qu'on sait bien que lorsque le numéro 2 d'Al-Qaïda est assassiné, comme ça a été le cas à Téhéran en août, là, en l'occurrence, on en est donc au 7e membre du programme nucléaire iranien à être assassiné, mais ce programme continue. Aucun État n'est suffisamment naïf pour penser que cet assassinat va être l'ultime et va mettre un terme ou bien à un programme nucléaire ou bien à une organisation terroriste. Non, c'est sûr. C'est pour ça qu'effectivement, c'est davantage politique que technique. Ce n'est pas parce que cet ingénieur a été abattu que le programme va s'arrêter. Ça, c'est sûr. Tout le monde le sait parfaitement. Ce serait naïf de croire le contraire. En revanche, les Israéliens disent « nous sommes capables de le faire ». Et nous sommes capables de faire encore plus spectaculaire que ce que nous avons fait jusqu'à présent. Les Iraniens, eux, peuvent effectivement à bon droit maintenant dire « mais regardez, nous sommes la cible de l'entité sioniste, comme ils le disent, les petits, le grand Satan, les Américains, tout le monde est contre nous. » Et ça permet quelque part, par un faux paradoxe, au régime iranien de tenter de souder la population derrière lui. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, une opposition sur une base à la fois politique mais sociale aussi extrêmement virulente. Il y a eu, je le rappelle, un printemps iranien avant même le printemps arabe de 2011 et par conséquent, le régime craint beaucoup de l'intérieur cela. Donc quelque part, ça peut le favoriser, il peut en jouer, effectivement. Et puis les Israéliens, si ce sont eux, derrière l'attentat, disent aux Occidentaux et aux Américains, et notamment donc, il faut le répéter, à M. Biden, nous sommes, nous, directement menacés, vous n'êtes pas dans la région. Mais si un jour l'Iran dispose de la bombe, eh bien, il y aura une menace vitale sur nous et par conséquent, quelle que soit votre volonté de revenir à cet accord que nous avons condamné à l'époque, de toute façon, nous, sur le terrain, nous ne nous laisserons pas faire. Pierre Gatineau. Pour revenir sur le côté politique des opérations homo, l'assassinat par exemple du numéro 2 d'Al-Qaïda répond en fait grandement à des problématiques de politique intérieure américaine. Puisque l'un des grands narratifs républicains est de dire aux démocrates « vous voulez négocier avec l'Iran alors que c'est un sponsor d'Al-Qaïda ». Là où les démocrates disent depuis toujours « oui, Al-Qaïda a une présence en Iran, c'est connu, c'est pas exactement nouveau, mais ce n'est pas une coordination opérationnelle ni politique ».
Oui, parce accords tactiques. qu'il faut rappeler, Pierre Gatineau, que ça n'est pas logique que le numéro 2 d'Al-Qaïda soit caché à Téhéran. C'est pas politiquement logique, c'est tactiquement logique en fait. Vous avez les mêmes ennemis, vous n'avez pas forcément les mêmes intérêts. Donc la présence était connue, mais c'était dans l'idée, dans le narratif républicain, des sécuritaires, des sécurocrates républicains, et de dire justement il y a une coordination très forte, in fine, entre Iran et Al-Qaïda, et dans l'opinion, Al-Qaïda, on sait ce que c'est aux États-Unis, donc ça monte assez vite. Et là l'idée de l'assassinat est aussi de dire regardez, les républicains avaient raison, les démocrates se trompaient en disant qu'il n'y avait pas les hautes sphères d'Al-Qaïda présentes en Iran. Donc, c'est-à-dire que ça peut répondre ce type d'opération peut répondre à des problématiques de politique internationale, mais également de politique intérieure. Ça veut dire aussi... C'est pareil pour les Israéliens aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une grosse guerre en interne avec Benjamin Netanyahou, qui, au-delà de ses problèmes de corruption, est très challengé par son opposition. Et vous avez un ministère de la Défense emmené par Benny Gantz, qui était son opposant politique, et qui est aussi derrière lui à peu près tous les chefs d'état-major, ainsi que le chef du renseignement militaire Amman, contre, en gros, Benjamin Netanyahou et Yossi Cohen, le patron du Mossad, qui... En Israël, le Mossad répond directement au Premier ministre, est une nomination à la prérogative du Premier ministre. Beaucoup disent que Netanyahou veut nommer Cohen à sa succession. C'est-à-dire que ça répond aussi à des enjeux politiques. Aujourd'hui, le ministère de la Défense israélien est foudrage contre l'opération Netanyahou-Mossad, puisque pour eux, c'est d'abord un problème de sécurité intérieure d'avoir fait ça, c'est-à-dire qu'il y a eu les alertes maximales en Israël lancées il y a 2 jours, justement, en réaction au cas où il y avait des missiles balistiques iraniens qui étaient envoyés. Ça leur pose des problèmes dans les accords de déconfliction en Syrie, ça leur pose des problèmes avec le Hezbollah. C'est-à-dire que ça repolarise un truc, toute une situation, notamment pour des raisons de politique intérieure israélienne. Oui, c'est juste, depuis plusieurs semaines, on insiste lourdement, mais à juste titre, sur la passation de pouvoir entre Trump et Biden. Mais le pouvoir en Israël n'est absolument pas monolithique. D'ailleurs, j'ajoute que dans un an, en principe, au regard des accords de coalition passés entre Netanyahou et Benny Gantz, ça a été très très bien rappelé, Netanyahou ne sera plus au pouvoir. C'est Benny Gantz qui le sera. Or, lui entretient une stratégie, une sensibilité, sans doute des motivations différentes de celles de Netanyahou. Et il faut ajouter à cela qu'en Iran, il y aura également des élections. Alors évidemment, l'Iran n'est pas une démocratie, mais au sein du régime iranien, le président compte quand même et dispose de certaines prérogatives. Or, les élections présidentielles auront lieu au printemps prochain, en avril-mai prochain. Et là aussi, l'enjeu aujourd'hui des durs, des ultra-conservateurs en Iran est de dire, mais regardez, ça fait des années que vous, les prétendus modérés, comme les appellent les Occidentaux, vous négociez, ça ne marche pas et par conséquent, portez-nous au pouvoir, nous autres conservateurs. Sur le plan également de l'espionnage, Pierre Gatineau, ce que vous livrez dans Conversations secrètes, votre livre, publié avec Philippe Vasset, c'est aussi le signe qu'aucun pays n'est suffisamment fermé au monde pour ne pas accueillir une équipe d'espions qui serait susceptible d'opérer et finalement de cibler telle ou telle personne pour le tuer. C'est une très bonne question, ma foi. C'est à la fois facile et difficile de répondre, c'est-à-dire que oui, les frontières sont ouvertes et à la fois vous avez des technologies aujourd'hui qui compliquent beaucoup les choses. Typiquement, c'est un exemple assez parlant, c'est-à-dire les histoires de passeports. Quand vous faites des opérations comme ça, vous avez besoin de faux passeports ou autre. Aujourd'hui, tout est biométrique. Donc vous avez des pays où c'est très compliqué de rentrer sans un passeport biométrique. Si une fois que vous rentrez dans un pays avec une identité, vous rentrez aux États-Unis avec un passeport au nom, vous, de Pierre Gatineau. C'est très compliqué quelques années après de revenir avec votre vrai passeport, puisque vos empreintes biométriques sont les mêmes. Donc en fait, la biométrie et les technologies de surveillance rendent très compliquées en fait ces opérations. Et en Iran, l'Iran d'ailleurs a de très bons systèmes informatiques. C'est-à-dire que vous pouvez falsifier un passeport, mais une seule fois. C'est un peu ça. Et il faut pas tellement falsifier votre passeport, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas falsifier vos empreintes digitales, vous ne pouvez pas falsifier beaucoup de votre biométrie. Donc en fait, de plus en plus, ce type d'opération va être de plus en plus technique et donc de plus en plus réservé aux États ou aux organisations qui ont la capacité de pouvoir précisément falsifier ou au moins détourner ces systèmes. Mais alors, donc en fait, ça rehausse les capacités d'espionnage à un niveau encore supérieur entre les États qui sauront le faire. Clairement, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire détourner les données biométriques, et les États qui en seront privés. Mais alors, parce que de deux choses l'une, si on a affaire, par exemple, pour cette opération
pour assassiner Mohsen Fakhrizadeh, c'est aujourd'hui à ce stade de la rumeur absolue. Mais si on évoque par exemple un faux couple de touristes ukrainiens, s'ils rentrent en Iran, ils ne reviendront plus jamais en lune de miel dans ce pays. C'est ça que vous voulez dire? C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est très compliqué. Mais c'est très compliqué pour à peu près tous les services aujourd'hui dans le monde de déjouer cette technicité-là avant de rentrer sous ce qu'on appelle une identité fictive, donc sous une légende, comme le terme est devenu consacré. Quand vous aviez des identités fictives, vous pouviez revenir quelques années après, même quand vous étiez à la retraite, effectivement. Mais alors, ces passeports biométriques, donc c'est un système mondial qui gouverne ce système-là et qui donc mémorise les différentes entrées, ou alors c'est national et... c'est par pays. Donc, est-ce qu'il serait possible, par exemple, je ne sais pas moi, de réussir à déjouer ce logiciel? Oui, c'est ça devient l'enjeu. Mais du coup, c'est qu'il y a assez peu de pays qui sont capables de le faire. Non, c'est un système vraiment national, mais une fois que vous rentrez aux États-Unis, toute personne qui s'est présentée à New York ou à Washington le sait, on vous reprend toutes vos empreintes, on vous fait une photo de vous. Vous revenez 15 ans après, 20 ans après, ces données-là seront toujours dans l'ordinateur de la douane. Donc, en fait, vous avez de plus en plus de pays qui ont ces capacités-là et aussi très peu de pays qui sont capables de les déjouer. Frédéric Ancel, sur le plan géopolitique, on a évoqué un lien a priori pas évident, mais un lien que je vous propose d'expliciter entre cet assassinat et ce qui se passe dans un autre pays, ou plutôt sur un autre front, au Nagorno-Karabakh, autrement dit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Qu'est-ce qui se passe dans ces deux pays? Pourquoi ce conflit est-il finalement assez contre-intuitif en termes d'alliance? Parce que je crois que ça mérite cela un éclairage. Alors, contre-intuitif, si on considère que Huntington ne disait pas de bêtises. Or, Huntington disait beaucoup de bêtises. C'est-à-dire le choc des civilisations est totalement contre, contre... N'est pas vérifié dans ce cas-là. Ah non, mais non seulement pas dans ce cas-là, mais dans l'immense majorité des autres cas géopolitiques à travers le monde. L'Azerbaïdjan est un pays majoritairement musulman, même s'il est globalement sécularisé musulman. Israël n'est pas un État musulman. C'est un État chiite. Or, on présente systématiquement les chiites autour de l'Iran comme appartenant comme composant une espèce d'axe violemment anti-occidental, anti-israélien, voire antisémite. Bon, tout ça n'a absolument aucun sens. Et oui, parce qu'en fait, il faut rappeler que l'Azerbaïdjan a été armé par Israël. En partie, en tout cas sur les drones de combat, oui, absolument. Absolument, et que le premier fournisseur de pétrole à Israël, c'est l'Azerbaïdjan. Et pour une raison, au fond, géographique et géopolitique très simple, je le disais tout à l'heure, l'Azerbaïdjan est un État contigu à l'Iran. Il y a plus de 600 km de frontière entre l'Iran et ce pays. Et alors, quel est l'état des relations, justement, entre l'Iran et l'Azerbaïdjan? Extrêmement mauvaise, puisque vous avez, comme souvent dans un groupe, dans un bloc ou dans un axe, des modèles institutionnels différents, une concurrence très très importante, et puis surtout, les Iraniens considèrent que l'Azerbaïdjan souhaite, démarcher les azérophones, puisqu'en Azerbaïdjan on parle bien évidemment azéri, qui se trouvent au nord-ouest de l'Iran. Donc de ce point de vue-là aussi, il y a une très très grande défiance entre Téhéran et Bakou, avec juste un point que je voudrais ajouter. Pendant la guerre qui a eu lieu ces dernières semaines entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, assez étonnamment, l'Iran a été beaucoup moins vif, beaucoup moins acerbe vis-à-vis de Bakou, vraisemblablement pour tenter justement de faire décrocher l'Azerbaïdjan de son partenariat avec Israël. Pierre Gatineau. Donc oui, comme vous le disiez, l'Azerbaïdjan est très proche d'Israël, mais ce qui est très intéressant dans ce conflit, mais vraiment fascinant, c'est-à-dire que c'est que toutes les priorités vitales de chacun des acteurs est apparu au grand jour. Typiquement en Azerbaïdjan, comme vous le disiez, les contrats d'armement, c'était beaucoup israélien, mais en fait, les drones, c'est un peu la partie visible de l'iceberg, c'est un peu le truc facile, mais c'est surtout les accords les accords et les contrats de renseignement qui ont été passés entre Israël et l'Azerbaïdjan sont assez gigantesques. Il y a eu notamment toute une modélisation numérique du terrain qui a été faite par des entreprises israéliennes de tout le Haut-Karabakh pendant des années, en fait. Donc, c'est pas du tout quelque chose qui était imprévisible. Et toute cette technologie israélienne est allée avec des technologies turques. Et donc, c'était intéressant de voir une alliance israélo-turque en Azerbaïdjan contre l'Arménie. L'Arménie étant elle-même soutenue donc, historiquement par la Russie, mais aussi beaucoup par les Émirats. Il y a eu beaucoup de livraisons d'armes des Émirats en Arménie. Et donc c'est intéressant puisque Israël et les Émirats sont officiellement alliés contre les frères musulmans
et autres. Et en fait, on voit très bien comment l'agenda de chacun, l'agenda vital de chacun est apparu. C'est-à-dire que pour Israël, l'Iran reste la menace vitale, et on peut s'allier avec des frères musulmans, c'est-à-dire la Turquie, contre l'Iran. Donc ça, c'est pas un problème géostratégique. Là où pour les Émirats, tout ce qui est contre les frères musulmans, donc contre la Turquie et contre le Qatar, globalement, il faut le soutenir, donc on soutient l'Arménie. Donc vous avez toutes les alliances régionales qui ont été patiemment tissées, qui se retrouvent totalement remodélisées, parce que les priorités vitales de chacun des opérateurs régionaux ont été, j'allais dire, touchées à vif. Et donc on voit très bien les agendas de chacun qui sont révélés. Ce qui veut dire finalement, mais ça n'est pas uniquement sur ce terrain-là qu'on le voit, que les ennemis de mes ennemis ne sont pas nécessairement mes amis et ainsi de suite. Absolument, et que les États n'ont que des intérêts, comme le disait le camarade Hegel, et qu'on peut parfaitement être allié avec un État sur un théâtre d'opération ou sur un secteur d'activité, et pas sur un autre théâtre d'opération, et pas sur un autre secteur d'activité. Donc il n'y a pas d'exclusif total, si vous voulez, lorsqu'on est allié ou lorsqu'on est simplement partenaire d'un État. Il faut ajouter bien évidemment ce que mon maître en géopolitique, Yves Lacoste, appelle les représentations. Vous avez fondamentalement des perceptions identitaires collectives sur des temps longs qui jouent. On ne peut jamais sortir de cela. Et prenons l'exemple très rapidement de l'Iran. Aujourd'hui, l'Iran se représente, alors à tort ou à raison, c'est une subjectivité, mais c'est intéressant de l'analyser, comme isolé dans un monde majoritairement sunnite, dans un monde majoritairement non perse, par définition, et dans un monde qui, en réalité, est très largement allié de près ou de loin à Israël ou aux États-Unis. Donc on a cette espèce de, tout à l'heure j'évoquais un syndrome paranoïde, il est aujourd'hui en marche à Téhéran. Pierre Gatineau. Et un voisinage nucléarisé. C'est-à-dire nous, on pense qu'au côté occidental, donc on voit Israël qu'à la bombe, mais au-delà de ça, le Pakistan, l'Inde de l'autre côté à la bombe, la Chine à la bombe, la Russie à la bombe, et la Turquie accueille les bombes nucléaires américaines. Donc c'est vrai que, sans être paranoïaque, si vous voyez juste le tour des voisins iraniens, effectivement, ils sont tous nucléarisés. Alors, est-ce que cet assassinat peut remettre en cause l'avancement du programme nucléaire iranien, Frédéric Ancel? Alors, non sur le plan technique, encore une fois, ce n'est pas lui qui tenait, et à lui tout seul en particulier, les manettes des centrifugeuses. Il était décrit comme étant un excellent manager, indépendamment donc de son savoir scientifique. C'était aussi un très bon organisateur, Mohsen Fakhrizadeh. Absolument. Et c'était par ailleurs un idéologue, autrement dit, extrêmement proche du pouvoir, enfin, faisant même partie intégrante du pouvoir, et par conséquent disposant de cette espèce d'aura, ou en tout cas de cette capacité idéologique à former des gens, à les formater éventuellement et à les diriger. Ça, c'est vrai. En revanche, sur le plan politique, c'est plus compliqué. Je disais tout à l'heure que la République islamique d'Iran était extrêmement prudente sur le plan, en tout cas pragmatique, sur le plan géopolitique. Le fait que les Israéliens, manifestement, puissent frapper de manière aussi forte et au cœur du système, est-ce que ça ne va pas les convaincre qu'il faut décidément aller plus vite et plus fort dans les négociations avec les Occidentaux, enfin avec les 5+1, pour lever les sanctions qui coûtent extrêmement cher et qui menacent en réalité en interne le régime, plutôt que d'aller à la bombe. Je le résume en 2 mots. Aujourd'hui, c'est un ingénieur nucléaire iranien qui est frappé. Est-ce que demain, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, ce ne seront pas des escadrilles de F-35 qui iront tout casser en Iran? Et à Téhéran, me semble-t-il qu'on se pose sincèrement, réellement la question aujourd'hui. Pierre Gatineau, un mot de conclusion à ce sujet? Je suis assez d'accord, et c'est effectivement dans les prochains mois, et notamment à partir de janvier avec la nouvelle administration américaine, que ce sera intéressant de voir le nouveau positionnement iranien, qui je pense effectivement a des chances d'aller dans le sens que vous dites, le nouveau positionnement israélien, et je pense le nouveau positionnement turc aussi, qui bougera beaucoup, ne serait-ce que du fait du rapprochement israélo-turc qui existait bien avant, mais qui revient très fort en ce moment. Pierre Gatineau, je rappelle votre livre avec Philippe Vasset qui contient toute une série de choses extrêmement intéressantes sur le renseignement et les espions. Conversations secrètes, Fayard, France Culture. Frédéric Ancel, les 100 mots de la guerre et mon dictionnaire géopolitique. Je vous propose maintenant d'entendre quelques notes d'Anne Sylvestre. La chanteuse nous a quittés hier. Je vous propose d'écouter Non, tu n'as pas de nom, paru en 1974 sur l'album Les Pierres dans mon jardin, une chanson qui défendait le droit à l'avortement, sortie donc 1 an avant la loi Veil.